Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bonsoir à tous, j'étais avec ma copine à Paris, vous avez vu tout ça sur Instagram, visiter moult expos récemment. Feutre connaît bien Paris car elle a vécu 2 ans à Bondy et bossé aux portes de Bagnolet. Donc on était bien loin de ce genre d'enrichissement avec notre escapade culturelle. Mais malgré la profusion muséographique dévorée par nos bouches insatiables, on a quand même vécu une certaine baisse de niveau dans ce qu'on appelle le Paris Life. Alors, loin l'idée de faire le petit Suisse qui vient semer son grain de sel à Paris, mais bon, quand je vais à Paris, j'ai envie qu'on me vende. Et ce n'est même pas au niveau de l'insalubrité où j'aimerais m'exprimer, car je l'avais déjà bien cyniquement fait remarquer pendant ma bourse à la Cité des Arts en plein marais. Non, j'aimerais m'exprimer sur un autre plan eschatologique quasi cette fois. Vu la gestion géopolitique de nos élites européennes et de ce qui va suivre, je me suis fait toute une réflexion au retour dans le TGV quand j'écoutais le dernier entretien de Michel Drac. Ben tiens, un petit zapping et vous allez comprendre. Je parle d'une tragédie plus générale, de dislocation complète, d'un d'effondrement civilisationnel. Et dans une situation de ce type, si vous voulez, je pense que ce sera la guerre de tous contre tous, mais que la guerre de tous contre tous, elle débouche assez rapidement sur la coalition, pour survivre tout simplement, de gens qui ont des choses en commun. Je pense que ça va se terminer par une guerre civile européenne. Je ne sais pas si ça débouchera sur sur l'extermination pure et simple des indigènes ou l'épuration ethnique des halogènes ou un mélange des deux avec une léopardisation du territoire, mais je pense que ça va être une tragédie absolue. C'est ce à quoi je m'attends. Les Russes avaient un mot, je crois, pour ça, c'est toufta, la débrouille, quoi. Nous, on n'a pas ça. Et vous prenez une ville comme Paris, vous coupez les flux logistiques à l'entrée de la région parisienne. Vous vous rendez compte, 10-12 millions de personnes qui savent pas planter un chou et du jour au lendemain, les magasins sont vides. Beaucoup de Russes, dans beaucoup d'endroits en Russie, avaient ce qu'ils appelaient des dachas. Alors, une dacha, c'est pas une résidence secondaire de luxe avec piscine ou un truc comme ça. C'est souvent une cabane avec un bout de terrain pour jardiner un petit peu, sur la Biélorussie, qui disait en gros que, quand le truc s'est écroulé, ils ont eu énormément de problèmes parce que tous les schémas logistiques et productifs se sont disloqués. Donc vous aviez des industries en Biélorussie qui ne pouvaient fonctionner qu'avec des pièces détachées fabriquées au Kazakhstan, et du jour au lendemain, c'est plus le même pays, c'est plus les mêmes réglementations, il y a des difficultés douanières, enfin, cauchemar, quoi. Et le PIB, je crois, il a été divisé par 2 à peu près. Mais, sauf les retraités, d'ailleurs c'est une grande tragédie du XXe siècle, on estime qu'il y en a plusieurs millions qui sont morts de disette en quelque sorte. Sinon, la plupart des habitants de ces pays-là, ils n'ont pas eu faim. Et ce sont les dachas. En fait, ils ont mangé parce que de toute façon, il y a un carré de pommes de terre. C'est bête, hein, mais ça marche. Si jamais vraiment la situation se durcit, on va s'apercevoir que les fondamentaux anthropologiques qui structurent les réactions collectives, qui orientent les chaînes de conduction de stress, pour parler comme un auteur allemand qui a réfléchi à ce qui se passe en situation de crise majeure, un monsieur qui s'appelle, je crois, Mühlmann, Heino Mühlmann, si ma mémoire est bonne, on va s'apercevoir que ces fondamentaux sont toujours là. Donc c'est l'échelon national qui prévaudra la plupart du temps, et même dans certains pays, ce sera l'échelon régional. Par exemple, en Espagne, la dislocation européenne n'ouvrira pas la porte à la réunification de l'Espagne, à mon avis.
Et donc là, on risque des situations comme en Union soviétique, sauf qu'on va tomber de beaucoup plus haut. Et donc ça peut être pire. Ça peut être pire. Ajoutez à ça que il y a aussi la question de l'état psychologique des populations. C'est-à-dire que dans les années 90 en Union soviétique, dans l'ensemble, on n'avait pas l'impression d'être dans un asile d'aliénés à ciel ouvert. Maintenant, c'est un peu la sensation qu'on a, et particulièrement avec une fraction significative des vingtenaires actuels. Je leur jette pas la pierre, je veux dire, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute si ils me donnent l'impression d'être siphonnés. D'abord, c'est peut-être moi qui comprends rien, peut-être qu'ils le sont pas. Et ensuite, de toute façon, s'ils sont siphonnés, c'est à cause des conditions dans lesquelles ils ont été élevés et éduqués. Je vais essayer de rebondir de façon beaucoup plus culturelle et enjouée sur le concept de folie, parce que si j'étais à Paris, c'est bien pour être présent à la Outsider Art Fair, une foire d'art brut à Paris. J'en avais beaucoup entendu parler, mais j'avais envie d'aller la voir en vrai, parce que je me suis dit, c'est sur place que je pourrais enfin voir des originaux de Miroslav Tichy. Je voulais voir en vrai les images mentales sur argentique de Miroslav Tichy. Malheureusement, cette année, je vous le dis tout de suite, il n'y en avait pas. Ça m'a d'ailleurs beaucoup déçu. Mais il n'y a pas que ça. Donc déjà le lieu et les gens. D'après ce que j'avais vu sur internet, le lieu avait l'air d'envoyer du lourd. Mais oui, quels sont le genre de personnes qui organisent des foires d'art brut dans ce genre de lieu? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, une bande de boomers et de tarés ménopausés et de fragiles, masqués pour la plupart, complètement à l'ouest, dans une espèce d'outrecuidance bourgeoise qui exploite l'handicap. C'est bien ce que j'ai vu. Pire que l'art contemporain, des bourgeois qui exploitent des handicapés et de l'art asilaire. Or bon, il y avait des trucs hyper connus, bien sûr du buffet, des espaces avec plein de choses à voir. Le lieu est vraiment incroyable, mais à part ça, j'avoue, il y avait quand même, bien sûr, des super belles choses. Je ne vais pas faire ma mauvaise langue. J'ai découvert plein de trucs très beaux et j'ai revu aussi des artistes que je connaissais bien. Là, je vous fais un petit zapping de ce qu'il pouvait avoir. Après, ça donne du grain à moudre à un gars comme Pierre-Yves, quoi. Parce qu'effectivement, bon, on est un peu mal. De statues coupées à la serpe. Franchement, mon gamin, il a à peine 9 ans. Je lui donne un couteau, un bout de bois. Il te fait de l'art premier. Donc cet argument de « mon fils peut le faire » peut être forcément appliqué à l'art brut. Mais cependant, il y a une antithèse à ça. Et j'ai trouvé ça très étrange dans cette foire. Car il y a tout un courant un peu néo-surréaliste de création contemporaine où on a d'une certaine façon l'impression que le modern art et la pop culture veut montrer comment l'art populaire, désigné comme alternatif, vient pénétrer l'art contemporain pour en devenir un certain reflet, un reflet bizarre de l'art brut, ce qui n'a rien à voir. On a un petit peu ces espèces de trucs qu'on voit sur Instagram, avec des artistes qui sont la plupart du temps assez bons en plus. Mais c'est cette espèce d'histoire d'avoir des artistes autodidactes, avec justement un caractère narratif, souvent surréaliste, et ses connaissances de culture populaire, son goût pour les productions libres, le rejet du formatage, se mélangent, et je trouve ça bizarre. Alors au moins, il y a quand même des jolis trucs, mais t'as l'impression que c'est quand même les mecs, ah j'arrive pas à rentrer dans l'art contemporain, donc je viens essayer de m'accrocher à l'art brut. L'art outsider. Bah non, moi j'ai envie de voir de l'art brut, j'ai pas envie de voir des artistes doués, mais qui n'arrivent pas dans des galeries, donc ils viennent faire de l'art contemporain. Donc ils viennent faire une foire d'art brut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi la BD qui vient s'inviter. Alors t'es là, mais attends, tu te dis, bon, j'arrive pas à être édité, donc du coup je fais un peu d'art contemporain, mais avec de la BD. Ouais. Alors heureusement, alors là j'avoue, heureusement il y avait la librairie de cette foire, où là j'ai pu trouver des choses incroyables, et vous reconnaissez notre ami Mesmer, j'en avais déjà parlé dans la Pocadrille spéciale art brut. On avait des bouquins incroyables, très chers, mais avec toutes ces machines et tout ce qu'on pouvait voir, toutes ces études de dessin naïf, de machines volantes. On l'appelait bien l'inventeur de machines à voler. Un vrai écorché vif, un vrai rêveur. Un rêveur.
On avait aussi Shinichi Sawada, artiste brut japonais incroyable. Ça, je vous conseille vraiment de faire des recherches là-dessus. Mais dans toute cette foire, j'avoue les amis, je suis tombé sur quelque chose d'assez extraordinaire. C'est lui. Eugen Brunscheinhain. Eugen von Brunscheinhain était un artiste autodidacte américain du Milwaukee dans le Wisconsin. Pendant 50 ans, des années 30 jusqu'à sa mort en 83, von Brunscheinhain a produit une vaste œuvre de poésie, de photographie, de peinture, de dessin et de sculpture. Son œuvre comprend plus d'1 millier de peintures de paysages colorés et apocalyptiques, mais vous allez voir pourquoi. Des centaines de sculptures en os de poulet, en céramique, en ciment coulé, des photos de style pin-up de sa femme. Jamais confiné à une méthode ou à un médium particulier, von Brunscheinhain a continuellement utilisé des objets quotidiens pour explorer visuellement des réalités passées et futures imaginées. Donc il a été influencé par les magazines et vous allez comprendre qu'il va prendre un angle apocalyptique, comme je vous l'ai dit, avec une certaine diffusion d'une image, l'image de la bombe atomique. En effet, en 1954, un phénomène extraordinaire s'est répandu à travers le monde en couverture de Life Magazine. On y voyait des photographies déclassifiées en couleur des essais nucléaires menés par les USA dans les îles Marshall. Pour la première fois, l'immense nuage rouge en forme de champignon faisait son apparition officielle dans la culture populaire. C'est à partir donc de 1954 que ces photos couleurs des essais nucléaires impressionnent l'imagination enfiévrée d'Eugen von Brunscheinhain, à tel point qu'il délaisse les objectifs photographiques pour les planches en aggloméré ou des morceaux de carton pris de la boulangerie où il travaille. Au cours de la décennie suivante, utilisant ses doigts, des bâtons, des peignes, du carton, des feuilles de papier froissé et même des pinceaux faits avec des cheveux de sa femme, von Brunscheinhain peint des visions surréalistes et apocalyptiques, des créatures sauvages, imaginaires, venues des fonds marins, des galaxies encore à découvrir, des feux d'artifice et des villes envahies par la végétation. Figure de proue de l'art autodidacte américain, von Brunscheinhain est resté anonyme pour la communauté artistique au sens large pendant toute la durée de sa carrière. Remarquablement, il a produit des milliers d'œuvres d'art dans les limites de sa maison devenue studio. De son vivant, seuls les amis proches de la famille connaissaient leur existence. Si les pièces de von Brunscheinhain sont restées hors de vue, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dans un effort pour vendre et d'exposer son travail, Eugen a approché à plusieurs reprises des galeries locales, mais en vain. Ce n'est qu'après sa mort, le 24 janvier en 83, que tout a cartonné. Ben voyons, le gros classique quoi. Ben voyez par exemple cet effet d'empattement que j'aimais bien, j'ai même zoomé avec mon téléphone là pour le prendre en photo. Ben 75 000 €. Du coup là, les gars j'ai compris. J'ai dit ok, c'est peut-être super cool ce que fait Eugen, c'est peut-être super cool, l'art brut j'adore, je dois me barrer. Et j'ai donné rendez-vous avec la mysticosphère. En tout cas, ceux qui ont pu venir se sont déplacés. Il y avait l'Ombrique de Terre, Marc Hassin, il y avait Franck, le directeur de Baglis TV, il y avait bien sûr Feut qui m'accompagnait, il y avait Hervé Bernard qui a conduit la voiture qu'on a louée. Nous sommes partis à Fontainebleau, plus précisément à Achères-la-Forêt, pour rejoindre le fameux village préludien. Il y a ici un village entier d'art total. Eh bien, personne ne se dérange, c'est pour ça que je prends le dessin. C'est exceptionnel. Quand les amis de Chaumont nous ouvrent les portes, c'est toujours une occasion à ne pas louper. Ça n'arrive pas souvent, en moyenne 1 fois par année, et encore, avec le confinement, on n'avait pas pu aller depuis plus de 2 ans donc. Et là, les amis, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Je brûle mes dessins, je brûlerai tout. Et même s'il fallait tout faire sauter à la dynamite, je ferai tout sauter avant de crever. Il y a ici un village entier d'art total. Papillons séchés. Il y en a plein. Je vais déposer là en offrande. Là, c'est beau ça. Donc ça pousse à l'intérieur comme ça, c'est pas mal. Vous savez que Chaumont enregistrait chez lui sur le site d'art préludien, dans sa maison ou dans l'église des pauvres qu'il a construite, soit en extérieur carrément. Il enregistrait donc sur des magnétophones à bande et à cassette et inventait des systèmes pour pouvoir réaliser de la surimpression sonore. Ainsi, les enregistrements sont d'origine avec des imperfections et des conditions du direct. Bah oui, Chaumont ne reprenait que rarement.
Je vous parle de quoi là? Je vous parle d'un vinyle, les amis. Ils ont sorti, et c'est exceptionnel, je vais vous faire découvrir une ou deux tracks. Il y a eu donc une numérisation de ces cassettes réalisées par Laurent Danchin en 2009. Et puis pendant 10 ans, c'est resté un peu à l'abandon, comme ça, dans les tiroirs. Mais à l'aide de l'association des Amis de Chaumont, la sélection et le montage qui a été réalisé par Denis Tagu en 2019, on a un vinyle de Chaumont. Appréciez donc cette exclusivité. Universelle prière pour l'humanité. Universelle prière pour l'humanité. Ô soleil, ô ma lumière, ô ma lumière, ô mon soleil, je me prosterne à chaque levée de tes aurores. Tu me fais sortir de ma couche nue. Je suis nu sur ma couche et tu me fais lever et tu m'habilles de ta lumière. Soleil, je me prosterne à chaque levée de tes aurores. Tu me fais sortir de ma couche nue et tu m'habilles de ta lumière. Tu m'habilles de ta lumière, moi qui suis nu. Je m'incline devant la puissance de tes rayons d'or. Je m'incline devant la puissance de tes rayons d'or qui doucement se partagent pour chaque forme. Tu éveilles les parfums endormis sur les nuits de repos. Tu éveilles par ta lumière les parfums endormis sous les nuits de repos. Ô soleil, astre d'or, qui donne la vie et la reprend. Tu nous mets debout pour le combat du jour. Tu nous mets debout pour le combat du jour. Soleil, astre d'or qui donne la vie et la reprend, tu nous proposes de faire d'autres pas vers un extrême futur. Tu nous proposes de faire d'autres pas pour un extrême futur. Toi qui sèmes les étoiles dans les voûtes célestes, toi qui sèmes les étoiles dans les voûtes célestes, quand les ailes s'ouvrent pour recevoir les ondes de ta vie, car tu donnes la vie. Ô lumière, ô lumière, ô soleil. Prière, prière universelle pour l'humanité. Universelle prière pour l'humanité. Universelle prière pour l'humanité.
peau morte qui autrefois était satinée et couverte de baisers. Et ceux qui courtisent le visage et le cul, n'as-tu pas rencontré la troisième image, celle qui détrône les plus nobles couronnes? Avoir vu entrer la nourriture qui fait le visage rose et s'être enfui de la voir sortir avec l'odeur des morts. Et celui à qui était facile de descendre de la croix, sentir l'eau froide des hivers gargouiller dans ses eaux, et la jupe levée qui détourne le karma. Sacrifie ta femelle si tu veux voir ton Dieu. Avoir combattu les grandeurs du ciel et se retrouver nu à la porte du cimetière. Avoir senti sa chair se retirer des os. Être désigné de proposer des formes nouvelles aux mutations promises. Avoir vu Saint François debout, chasser le papillon des dernières créations de Dieu. Heureux sont les charognes qui pourrissent au soleil. Chomo, poète illettré, tiré des grandes nuits solitaires de Noël. Année 77. Voilà, on finit avec le pneuma, le souffle de Chaumont dans ses bouteilles. Voici l'église de Milly-la-Forêt. Et dans cette église, Chaumont était très fier, malgré toutes ses réticences et ses critiques qu'il pouvait faire sur l'église catholique, ou du christianisme institutionnel de manière générale. Il y a dans cette église le Christ de Chaumont. C'est magnifique. Alors, je ne vous montre pas trop, je vous dis, il faut y aller. Faut aller. Une petite pensée. Souvenez-vous, lunettes de Chaumont, nous sommes tous des crucifiés. C'est pour ça qu'il avait ses lunettes préparées avec une espèce de croix en métal. J'aurais pu bien sûr vous parler encore de plein de choses, parce que dans le coin, il y a aussi le Cyclope de Jean Tinguely, avec tous les miroirs de Niki Saint-Phal restaurés. C'est quelque chose d'incroyable. Ça faisait 35 ans que je voulais voir cette œuvre totale, magistrale. C'est 25 ans de boulot, c'est du Jean Tinguely, c'est tout ce que j'aime. C'est des potes qui se sont mis ensemble, il y a les travaux de César, il y a les travaux... Il y a plein de choses à voir et la visite guidée est incroyable, croyez-moi. Et j'ai bien plus voyagé en sortant à Fontainebleau qu'en Paris même et au Louvre.
Mais bon, Paris c'est quand même génial. J'ai pu voir en résidence le génialissime Kim Jong-gi. Alors, il faut le voir en vrai, je vous promets, en plus c'est originaux. Je vous le montre pas là, mais dans ses travaux, il y a tout un délire, comme Moebius, comme par hasard, de ses explorations sur la sexualité, sur les études de femmes, de trucs de bites, de machin. J'en ai mis 2-3 en story, je me suis fait strike, donc j'ai pas envie de perdre ma chaîne. Donc voilà. Mais il y a vraiment des choses incroyables. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le non-repentir en peinture avec l'encre de Chine chez les Asiatiques. Et il y a plein d'autres grands maîtres, des boss bien sûr de la calligraphie, mais de l'estampe, avec lesquels on pourrait une fois faire un live. Bon, les amis, je nage, je sais, je m'étale, ok. Mais à défaut de parler de l'encre et du noir, et un petit peu de l'obscurité, j'espère vous avoir apporté un peu de lumière. C'était une longue intro pour ce live. Je me réjouis maintenant de François qui va nous faire une masterpiece en codicologie. Les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts. C'est parti. Place à la lumière.